Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. De la macro Excel à l'API, comment rationaliser ses kids? Yann Spiegeler, CEO et cofondateur de Riskoncil à Louvain. Qu'ils soient européens ou pas européens, peu importe, dès qu'ils veulent faire une proposition à un investisseur européen, retail clients, à ce moment-là, ils doivent proposer à ses clients un document, le fameux document clé d'information, le KID. Et le principe, c'est très simple. No kits, no deal. C'est après 2 cycles professionnels dans l'armée belge puis la banque que Yann décide de fonder avec ses associés la société Riskoncil. On y découvre la manière dont l'industrie financière génère ses reportings réglementaires, notamment les KIDS, et comprenons à quel point le fardeau est grand pour les établissements financiers, et notamment dans le cadre des directives PRIPS et AIFM. Yann revient avec beaucoup de détails sur le cadre réglementaire, mais également sur la start-up qu'il a créée. Il nous décrit le setup opérationnel, les gains d'efficacité et la mise en route des cas d'usage. Yann met en œuvre ce dont il a toujours rêvé lorsqu'il était Risk Manager. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Yann. Bonjour Solène. Je suis hyper contente que tu aies accepté mon invitation. Tu es la première fintech que j'ai interviewée dans le domaine du risk management, qui est vraiment un élément très important pour toute l'industrie financière. Alors, un grand merci. Est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, avant qu'on commence, de te présenter aux auditeurs de FinScale? Bonjour, je m'appelle Yann, je travaille pour Riskoncil et j'ai un parcours assez particulier parce que avant ma carrière à la banque, j'ai travaillé quelques années pour le gouvernement belge. J'étais officier de carrière dans l'armée belge pour une période de 10 ans. Ouais. Travail hyper intéressant avec de nombreux défis. Oui, quand même. Beaucoup de défis physiques, beaucoup d'improvisation. Et finalement, après 10 ans, j'ai changé de couleur et j'ai travaillé pour une banque comme trader de produits dérivés à la KBC Financial Products. Maintenant, c'est mieux connu comme Crédit Banque. Maintenant, c'est KBC. Ouais. Et ce monde dérivé, en tant qu'ingénieur, c'est fantastique parce que c'est un peu, là, tu te trouves sur vraiment le rencontre entre les sciences économiques, mathématiques et informatiques. Et c'est un peu ce crossroads que maintenant je trouve de nouveau sur Riskoncil. Et donc, Riskoncil, un fintech, tu as la programmation, tu as les mathématiques financières et maintenant avec une grande sauce de réglementation et de risk management un peu d'autour. C'est un peu la seule différence. Ça, c'est mon parcours. Chez KBC, tu étais combien de temps dans cette banque? 10 ans KBC et ensuite j'ai fait 10 ans, j'étais Head of Risk Management dans un hedge fund à Genève, Jabre Capital Partners. Ouais. Donc, et ensuite, après mes 10 ans de Risk Management, j'ai fait démarrer Riskoncil. C'est un peu ma vie, c'est apparemment un peu de cycle de 10 ans. Hein. Ok. Et Riskoncil, donc tu as créé Riskoncil il y a combien de temps maintenant? En 2015, on a démarré, mais on a vraiment démarré plutôt en 2016. Donc, au début, on a commencé comme une boîte de consulting. Rappelle-moi, vous êtes basé en Belgique, c'est correct? Basé en Belgique, à Leuven. Louvain, donc pas trop loin de Bruxelles. Ouais. Capitale de la bière, donc c'est là où se trouve le siège social de Interblue et aussi le siège de la plus grande université en Belgique. Ok, donc 2015, tu crées Riskoncil et la proposition de valeur de Riskoncil au moment où vous avez lancé votre affaire, c'est la même que maintenant ou les choses ont évolué? Est-ce que tu peux nous parler peut-être de comment ça s'est lancé? Oui, en fait, très, très vite, on a vu que les gens ont besoin pas du conseil, mais de logiciels. Hein. Donc, aussi parce qu'un logiciel, c'est scalable. Hein. Ouais. Si tu fais du consulting, il y a 24 heures par jour, il y a 7 jours par semaine. Donc, il n'y a que ça. Hein. Je pense que c'est uniquement les garagistes qui peuvent facturer plus d'heures de jours qu'il y en a dedans. Mais ici, donc, c'était clair, il faut faire des logiciels. Donc, en 2016, 2017, on a commencé à faire des logiciels. Oui. Mais ce qu'on a développé, c'est vraiment des logiciels autour du risk management, plutôt des risques réglementaires, donc le RegTech aussi un petit peu. Et l'idée, c'est très, très simple. En fait, en étant dans une banque ou risk manager, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce qu'on a vu en premier lieu? Le changement des réglementations, c'est vraiment une avalanche. Ça ne s'arrête pas. Et si tu prends par exemple le BAL 3, le grand règlement BAL 3 2010, lorsqu'ils ont voté BAL 3,
eh bien, les banques n'avaient même pas encore commencé à implémenter BAL2. C'est classique. Autre exemple, oui, mais c'est Ouais. classique. Et ça, UCITS, c'est aussi une réglementation assez populaire. Donc là, Ouais. maintenant, on a la version 5. À chaque Ouais, fois, ouais. nouveau règlement. Et il y a quoi? Il y a CRD4, il y a IMIR, AFMD, IFRS, il y a les PRIPS, il y a les MiFID. Ouais. Et Alors, on va donc, faire un ça petit n'arrête point. pas. Ouais, alors justement, ça c'était important. J'aime bien commencer mes épisodes justement en dressant le cadre général de la société et l'environnement dans lequel travaille la société qu'on analyse au cours de l'épisode. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de façon compréhensible justement de quelle réglementation on parle ici, enfin en tout cas celle auxquelles vous touchez, puisque tu as parlé de PRIPS, de MiFID, de BAL et CRD4. Est-ce que tu peux nous dire celle que vous touchez du doigt et qui couvre votre activité? Pour l'instant, l'activité qu'on couvre, c'est donc la réglementation AFMD, donc l'Annex 4 Reporting. Donc AIFMD, c'est Alternative Investment Fund Management Directive. Oui. Directive, oui. Donc, oui, ça, c'est donc le premier produit. On a donc Solvency 2, c'est pour les assureurs. Exact. On a une autre solution pour le calcul des frais de transaction pour les fonds. Ouais. Et le quatrième, c'est PRIPS Regulation, qui est un peu pour nous le berceau de Risk Consult. C'est là où tout a commencé. C'est aussi plus que la moitié de notre chiffre d'affaires. Et c'est un produit qui elle-même aussi, comme les autres réglementations, est en pleine évolution parce que ça change tout le temps. J'étais en vacances, en fait, la semaine passée. Eh bien, le 20 juillet, il y a une release de press de la part de l'ESMA en disant que il y a une nouvelle version qui est tout prête. Donc, de nouveau, ça demande de changer les logiciels et ainsi de suite. Ok. Donc du coup, vous partez des réglementations liées au secteur financier, donc banque, asset management et assurance. Donc vous suivez l'évolution de ces réglementations, mais du coup vous faites quoi? Vous faites du conseil ou vous faites uniquement du software? Non, c'est du software. Hein, c'est du software. Donc prenons un très beau exemple, c'est PRIPS par exemple. Donc peut-être si je peux expliquer mieux avec PRIPS ce qu'on fait, donc de A à Z. C'est le BIP. Oui, PRIPS, c'est Package Retail and Insurance-Based Investment Products. Hein. Ça concerne quels acteurs financiers? Ça concerne en fait les fonds d'investissement, les assureurs, qu'ils soient européens ou pas européens, peu importe. Dès qu'ils veulent faire une proposition à un investisseur européen, retail clients, donc quelqu'un, un retail client, à ce moment-là, ils doivent proposer à ses clients un document, le fameux document clé d'information, le KID. En français, c'est un peu différent, mais c'est le kit, le fameux kit. Et le principe, c'est très simple. No kits, no deal. Donc, si le client n'a pas ce document c'est bien structuré. Il y a 3 pages, langage clair, chiffres bien clairs, le scénario, un chiffre de risque, ainsi de suite. Le client n'a pas ce document, eh bien, c'est impossible de pouvoir ouvrir ce document. Au début, surtout du côté des Américains, ils ont du coup on va le faire parce que c'est pas du sérieux. Finalement, les amendes sont très élevées et on va vérifier si les plateformes où on vend de ces fonds vont offrir les kits. Donc maintenant, c'est impossible de trouver quelque part un endroit et acheter un fonds d'investissement sans présenter de kit. Donc bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ça? Écoute, on se fait approcher par un gestionnaire de fonds qui a une centaine de share classes. Nous, on va se connecter sur leur système base de données. On va calculer donc tous les mois pour tous les share classes. Pour certains clients, il y a plus que 2000 les chiffres de risque. On va publier le KID, les documents, et on va les donner aux clients et disséminer aux bons endroits. Ok, donc le KID, si on se représente ça, c'est comme un fact sheet. C'est un document qui se présente sous forme d'un PDF où tu vas retrouver les informations clés, la share class du fonds, ça va être les performances, donc le track record, la thématique d'investissement. Ce sont ce type d'informations qu'on retrouve sur un KID. Oui, mais sauf ici, il y a donc des simulations de scénarios qui sont imposées par la loi d'une façon très réglementaire. Ok. Donc on peut pas donc faire un peu aléatoire. C'est vraiment spécifier les chiffres à calculer. Et pour certains produits structurés, ça peut être très, très compliqué. Donc, pour les produits structurés, il faut des scénarios Monte-Carlo. Donc, on doit simuler 10 000 chemins aléatoires pour le sous-jacent, recalculer les payoffs, calculer les chiffres de risque, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu là, je retrouve de nouveau mon job d'il y a 20 ans en tant que structureur
de productivité. Maintenant, je fais un peu la même chose, mais de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire que les KID, les documents kits. Ouais. En fait, tu déploies des solutions que tu rêvais de déployer quand tu étais risk manager. C'est ça? Exactement. Mais une chose est vraiment différente maintenant, c'est que quoi? C'est que Risk Console, il y a le cloud. Ouais. Je peux m'organiser de façon que, avec notre technologie, par exemple, je peux faire 1000 instruments en dessous de 15 minutes. Donc, je peux faire 1000 documents en dessous de 15 minutes. Hein. Donc, générer 1000 documents, c'est ça que tu veux dire? Ouais, générer. Donc, prendre le fond, on calcule le KID, on le publie. Ça va hyper vite. Ouais. Alors, actuellement, si je suis asset manager et que, donc, en effet, je veux distribuer une share class auprès de retail investors en Italie, par exemple, comment est-ce que les gens font, je dirais, la méthode manuelle? J'imagine qu'il y a pas mal de manuels, mais comment, d'une manière générale, le marché s'y prend aujourd'hui pour distribuer des KID? Comment ça se passe? En fait, il y a deux sortes de boîtes. Il y a les gens qui font l'interne. Il y a ceux qui font de l'outsourcing, qui vont à des sociétés comme nous pour faire les calculs. En interne, c'est quoi? C'est de l'Excel. C'est de l'Excel, c'est du spaghetti. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que la loi va changer, probablement va changer, avec le nouveau document qui a été publié la semaine passée. Donc, ces feuilles Excel plein de spaghettis qui ont été faits il y a 4 ans, lorsque la loi a été mise en place, va maintenant être revisitée. Mm-hmm. Bien sûr, c'est pas une solution qu'on peut tenir. Donc, maintenant, on reçoit, disons, la moitié de nos clientèles sont des gens qui sont venus par après, des gens qui ont commencé avec une solution interne, mais qui ont dit, écoute, ça sert à rien d'essayer de rattraper la loi. Donner carrément nos time series à Risk Console et ils font le reste. Ouais. Donc ça veut dire que actuellement, ils génèrent, pour ceux qui font à la mano, ils font uniquement des macros sur Excel. Donc ils retranscrivent la directive, la loi, puisqu'il y a une transposition dans ce fichier Excel, et ils produisent de façon complètement manuelle leur KID. Complètement manuel. Et en plus, ce qu'ils n'ont pas, c'est qu'il y a des suivis. Et le KID, c'est un document que tu publies une fois par an. Mais dès que ton chiffre de risque change, dès qu'il y a un changement dans le scénario, dans certaines parties du scénario, tu es obligé à republier ton KID. Donc, toutes ces alarmes que nous, automatiquement, maintenant, je fais tous mes calculs fonds. S'il y a un share class quelque part qui change, directement, ça donne une alerte. Et les clients avertis, attention, les clients qui ont acheté ce produit-là, cette share class-là, voici le nouveau KID, tu dois le redistribuer, tu dois le donner. Ok, donc ça, en fait, dans les systèmes que vous avez mis en place, le soft que vous avez mis en place, automatiquement, via un call API, ton client peut aller chercher les nouveaux KID avec les nouveaux calculs et quand la loi évolue, de pouvoir avoir des KID qui sont complètement up-to-date. Oui, et avec l'API, en 2019, on a maintenant aussi une autre version que 2019, qu'avec le call API, les gens peuvent maintenant, peut-être ils disent, écoute, j'ai mes feuilles Word, j'ai tout ce qu'il me faut, mais j'ai pas les calculs. Avec notre API, ils peuvent faire les calculs chez nous directement de leur système. Okay. Donc, à ce moment-là, ils font la publication eux-mêmes, mais ils utilisent notre API pour les calculs. Et les calculs se font sur nos serveurs. Ok, bah ça m'intéresserait peut-être que tu rencontres. Attends, juste une dernière question, parce qu'on a parlé du KID. Est-ce qu'il y a d'autres documents du coup que vous générez via vos outils? Oui, il y a le grand reporting AFMD. Donc, ça, c'est un rapport immense que chaque Alternative Investment Manager en Europe doit publier. Donc, ça, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe qu'un kit. Et ça, on fait aussi surtout pour les Alternative Investment Managers. Okay. Donc, kit, c'est moins complexe, volume est beaucoup plus élevé. AFMD, c'est plus complexe, mais plus petit volume. Ok, d'accord. Et alors, d'un point de vue opérationnel, ça m'intéresserait que tu nous expliques un petit peu comment vous avez construit le premier soft et comment après vous déployez. Ce serait intéressant qu'on prenne un use case, mais déjà comprendre comment fonctionnent vos outils. Donc, on a compris que c'était dans le cloud, mais est-ce que tu peux peut-être rentrer un peu plus dans le détail? Oui, donc on a un portal auquel on donne accès aux clients. Et le client, il peut voir tout ce qui se passe. Donc, le client voit ses time series, il voit les kits qu'il a fait.
Ok. Les kits sur lesquels il y a une alerte, il peut downloader les kits s'il veut, il peut définir les endroits où, après un calcul, les kits doivent être envoyés automatiquement par email ou un FTP. Donc, c'est un portal. Hein? Ok. Donc, PripsLab, si les gens tapent PripsLab dans Google, vous allez directement venir sur le bon endroit. Et là, c'est un portal à partir duquel les gens peuvent lancer des calculs. Et alors, ce qui m'intéresse, là, ça répond à ma deuxième question. Et la première question, c'est savoir comment vous avez déployé ça et comment vous avez, je dirais, codé vos softs, en fait. Comment est-ce que vous avez déployé vos outils au tout début et comment ça fonctionne, en fait? Au tout début, on a choisi, comme je dis, on a choisi les clouds, donc on a choisi Amazon. Mhm. Qui nous donne la possibilité de grandir. Hein. Donc, bien sûr, en 2018, la première version de Prips, on avait moins de clients. Mais grâce à cette choix pour Amazon, on peut grandir les bases de données, on peut multiplier les serveurs justement pour ça. Donc, ça, c'est un grand avantage qu'on a. On est une jeune société. On a pu choisir les technologies les plus récentes. Donc, il y a presque pas de contraintes. Donc, Et ce sont vos équipes, c'est vos développeurs qui développent en interne. Vous n'avez pas externalisé le. Non, pas du tout. Donc, Risk Consult, c'est 8 personnes au total. Ok. La moitié de l'équipe, c'est développeurs, data scientists. Ok. C'est aussi très important. Donc, on est basé à Leuven. On est juste à côté du campus de la faculté des sciences de l'université. Donc, on n'a pas une spin-off de l'université. Donc, ça, on n'a certainement pas. Mhm. Mais cette rapproche de l'université est quand même très importante pour nous. Hein. Donc, moi, il y a deux de nos fondateurs, moi inclus. On a une mission d'enseignement de l'université. Donc, je donne des cours de statistiques, stochastic models, des cours de data analytics. Donc, ça aide d'avoir cet aspect innovatif aussi, juste à 100 mètres de chez nous. Ça, c'est clair. Et alors, du coup, les clients que vous servez, c'est des clients qui sont basés plutôt où? Au Luxembourg principalement, quand même, non? Oui, quand même. Donc, si je regarde nos clients, donc on a une cinquantaine de clients. Et les clients, c'est Luxembourg, / le Royaume-Uni, donc United Kingdom. Mais on a bien sûr des clients dans tous les pays d'Europe, mais c'est principalement Luxembourg et Royaume-Uni. Notre ambition pour 2021-2020, c'est vraiment d'augmenter notre présence en Irlande. Donc, en Irlande, c'est un endroit certainement qu'on a encore visité, virtuel par WebEx ou physique après le Covid-19. Mais ça, c'est exactement quelque chose qu'on doit attaquer. Ouais. Et en France aussi, vous avez des clients en France? Oui, on a des clients en France. Ouais. Toute la société, vous l'avez donc constituée sans levée de fonds? On a un seul partenaire externe qui est venu récemment, mais jusqu'à présent, donc on est rentable. Mm-hmm. On a grandi de façon organique, donc on a à court terme, on ne voit pas le besoin de lever des fonds pour lever des fonds. Donc on est organique et ouais, ça se passe bien. Ok, parfait. Alors, si on prend un use case, moi j'aime toujours bien également avoir cet aspect vraiment pratique dans la mise en œuvre de votre solution. Si demain tu as un asset manager qui vient te voir et qui a besoin en toute urgence de déployer des kits puisque sa macro Excel a planté, comment ça se passe vraiment de façon pratique avec vous? Est-ce que ça se fait complètement en ligne ou est-ce que vous allez devoir déployer on-prem quelque chose? Non. Donc, tous les clients qui nous approchent, c'est toujours pas pour demain, mais c'est toujours pour hier. Oui. Classique. Parce qu'ils ont un problème. Donc, faisons la différence entre le petit client et les grands clients. Quand tu dis petit client, tu penses à quoi? Non, je pense pas en taille, mais je pense en nombre de kits à produire. Ok. Cas classique, c'est un fonds private equity. Mm-hmm. Qui se rend compte en fait qu'il y a un de ses clients c'est retail et il a besoin directement d'un kit. Là, le turnaround time c'est moins d'une journée. Donc pour nous, pour rassembler, parce qu'en fait c'est pas le calcul c'est très vite, mais il faut rassembler les données. Il y a rassembler les données, il y a la traduction à faire, donc ça prend max une journée. Ouais. De l'autre côté, imaginons, ça c'est un use case, il y a un client américain qui vient et dit, écoute, moi j'ai ici devant moi, j'ai presque 1900 share classes, donc j'ai besoin de 1900 kits. Il y a un peu de travail de translation à faire, il y a la dissémination à faire, donc les kits que tu calcules, tu dois les placer
Les kits italiens doivent aller chez une telle banque et ainsi de suite. Et là, classiquement, une telle taille, ça nous prend 2 semaines pour mettre tout en place. Donc, mais ça veut dire qu'après 2 semaines, l'engin est là et il produit tous les mois, systématiquement, il va produire les kits, il va flécher s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a des kits qui doivent être updatés, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu la différence entre les deux. Ouais. Et alors du coup, quand il y a des mises à jour et donc des nouvelles directives qui sont émises, après vous redéployez auprès de tous vos clients en même temps, ou il y a des clients qui nécessitent du fine-tuning et des adaptations particulières? Donc, la loi est la loi et elle est même pour tout le monde. Oui. La seule chose qu'il y a, c'est que les clients, ils ont des systèmes différents. Donc, on s'adapte aux clients. Donc, si les clients disent, écoute, chez nous, tout est en Excel, eh bien, pas de problème. On va créer donc une interface entre mon système et leur système. Comme ça, ils ne doivent rien faire. Donc, ça, c'est un service qu'on offre. Ce qu'on fait aussi, que si la loi change, comme par exemple la proposition qui a été faite par la ESMA le 20 juillet, directement, on va l'étudier, on va faire une sommaire, on va avertir nos clients en disant que, attention, ça, c'est quelque chose qui peut arriver dans vos directions. Pensez à ça, ça et ça et ça. Donc, on essaie d'être proactif. Et attends, je te fais une petite parenthèse, mais la loi, donc elle est la même, bien sûr, dans chacun des pays. En revanche, l'interprétation des juristes des banques est pas toujours la même. Et donc, tu peux avoir des clients quand même qui voient pas les choses de la même manière que vous. Tu as souvent des points comme ça ou pas? La seule chose, c'est que certains clients voyaient le kit comme un document de marketing. Ils disent, écoute, le kit, c'est un peu comme un fact sheet. Oui. Moi, je voyais ça comme un fact sheet. Ouais, exactement. Et ça, c'est un peu le problème. Les gens disent, mais c'est un fact sheet, donc on va mettre un peu de pub, on va mettre notre logo, on va faire ça, ça et ça. On n'est pas d'accord avec ce texte-là, on va le changer. Ça, bien sûr, ça marche pas comme ça. Donc, le kit, chaque phrase dans un kit, c'est quelque chose qui est documenté, qui est réglementé, mais qui a très, très peu de liberté qui est donné au client. Le client doit dire, écoute, c'est quoi l'objectif du fond? Quel est le type du client? Où est-ce que mon client peut s'adresser s'il n'est pas d'accord? Qu'est-ce qui va se faire si le gestionnaire de fonds fait faillite? Donc, ça sont tous des articles à remplir. Il n'y a pas vraiment de liberté, pas beaucoup de liberté. Ouais. Pas fact sheet. Ouais. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous alors. C'est très clair. Et donc, il faut aussi stipuler que les fonds UCITS, eux, sont encore pas dans le système PRIP. Donc, un fonds UCITS n'a pas un kit. Le fonds UCITS, c'est un autre document. Ça s'appelle un KIID. Et ça, c'est fort différent d'un document kit. Attends, ça m'intéresse. Ouais. Pour moi, alors je suis ignare, mais le KID, c'est quoi la différence entre le KID UCITS et le KID de PRIPS? Ouais, donc le contenu est tout à fait différent. Donc ils ont le même nombre de pages. Un peu le kit, on a 3. Le UCITS kit, ça, il n'y a pas les scénarios par exemple. Ouais. Il a moins de choses sous les frais. Donc c'est une structure différente. Et la loi UCITS sont faites en 30, donc le 1er janvier 2022, donc disons dans un an, une année et demie, les fonds UCITS sont tous passés dans la réglementation KIT. Donc là, il y a un seul, c'est vraiment un peu compliqué. Et donc tout le monde va de toute façon passer d'un système à l'autre. Okay. Et pour nos clients, ce qu'on fait, c'est que pour nos clients, on fait le calcul du KIT, du KID, mais en même temps, on fait aussi le calcul de l'ancien kit, comme ça, d'une façon très smooth, ils peuvent passer de l'un système à l'autre le 1er janvier 2022, comme ça, il n'y a aucun souci. Ok, ça marche. Écoute, merci pour la précision, parce que pour moi, c'était le même document, en fait. Je pensais pas que les deux étaient distincts. Ok, écoute, c'est très clair pour moi. Alors, on a parlé des pays, des géographies qui vous intéressaient. Donc, tu as parlé de l'Irlande que vous aimeriez développer. Est-ce que dans les réglementations, il y a des réglementations que vous n'avez pas encore touchées du doigt et qui vous intéresseraient à développer à moyen terme? Oui, c'est souvent quelque chose qui va vraiment qui est venu frapper à la porte. Oui. Malheureusement, c'est un peu disparu avec le Covid-19, que c'est un peu venu sur l'arrière-plan. C'est le climat.
C'est le climat. D'où le white paper. J'ai vu qu'il y avait un white paper, Climate Quants. Ouais, exactement. Donc, le climat, en fait, c'est un spectacle. Et au premier vue, tout le monde dit, écoute, ça n'a rien à voir avec le risque. Moi, je fais du compliance, je fais du risque. Le climat, c'est pas pour moi. Mais c'est entièrement fautive. Et en Europe, fin 2019, il y a le fameux Green Deal. Et on the back of the Green Deal, il y a 3 règlements qui ont été approuvés par la Commission. Ils doivent pas encore passer au Conseil de l'Europe, mais c'est fait. Donc, il y a une réglementation sur les benchmarks du climat. Il y a une réglementation de taxonomie, ça j'explique plus tard. Et il y a une réglementation SFDR. Donc, il y a 3 règlements. Et si tu prends le règlement, tu le mets sur l'un sur l'autre, tu arrives facilement à plus que 800 pages. C'est énorme. Wow. C'est énorme. Mais du coup, attends, ça va induire quoi pour les établissements financiers, ces règlements? Pour commencer, en fait, ça va nous occuper, ça va occuper tout le monde. Ça commence déjà le 10 mars 2021. Donc, c'est pas loin, c'est un peu plus que 6 mois. Donc là, tout le monde, tous les gestionnaires de fonds, tu dois updater ton site web et tu dois dire dans quelle façon tu vas incorporer des critères d'environnement ou sustainability dans la façon dont tu gères ton business. OK. Comment tu dois le faire? Eh bien, c'est encore la construction. Donc, les 3 organismes de contrôle, donc tu as le EBA, donc l'European Banking Authority, le ESMA, le régulateur des gestionnaires de fonds, et les EIOPA, donc les régulateurs des assureurs. Ils ont été mandatés par la Commission européenne d'élaborer certaines normes techniques de réglementation. Et ce sera prêt le 31 décembre en 2020, donc dans 4 mois. Donc fin de l'année, tout le monde va savoir ce qu'il va faire pour le mars 2021, pour 3 mois plus tard. Ah oui. Donc, il y aura énormément de travail. Et en plus, c'est pas uniquement le site web, parce que au début, c'est uniquement pour les boîtes qui ont plus que 500 employés, donc quand même différent. Mais il y aura aussi des changements à faire dans les documents précontractuels. Donc les prospectus, par exemple. Oui, peut-être l'équipe aussi, je ne sais pas, peut-être, on verra. Mais certainement les prospectus et les fact sheets. Parce que l'Europe, en fait, ils en ont marre du greenwashing. Donc, il y a beaucoup de greenwashing. Donc, le greenwashing, ça fait référence au fait qu'il y a la pratique de certains d'entre nous de vendre des fonds qui sont soi-disant verts, qui sont soi-disant respectés pour l'environnement, mais qui ne sont pas. Donc là aussi, il y a des lois qui vont venir. Mm-hmm. Et pour Risk Consult, on est prêt. On fait beaucoup de travail dans les stress tests climat. Donc, on développe des algorithmes pour faire des stress tests sur les portefeuilles. Donc, quelle façon est-ce que ma portefeuille d'actions et d'obligations est sensible à des changements de climat? De quelle façon est-ce que je peux optimiser ma portefeuille pour réduire au maximum la production de CO2 par euro que j'ai sous gestion? Il y a beaucoup de travail qui s'annonce dans le domaine du climat pour en termes de risque et de compliance. Ok, bon bah c'est bien, vous n'allez pas chômer alors. Pas du tout. Ok, parfait. Écoute, merci Yann. Je pense qu'on a couvert toutes les thématiques qui m'intéressaient aujourd'hui. Est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose? C'est tout parfait. Ok. Alors, avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais nous recommander un livre, soit dans l'innovation, soit autre chose, ça peut être dans l'histoire, la philo, l'économie, autre. Je te laisse libre. Ah, merci. Moi, j'aime bien les livres d'histoire, surtout qu'en tant que Belge, en fait, la Belgique et la Flandre ont toujours été un champ de bataille depuis tous les siècles, les Français, les Anglais, les Espagnols, et ainsi de suite. Donc maintenant, je suis en train de lire un livre de Bart van Loo sur le duc de Bourgogne, qui est quand même hyper intéressant, bien écrit sur l'origine de notre pays. Et le duc de Bourgogne qui était en tout pouvoir ici en Moyen-Âge. Hyper intéressant. Donc, le duc de Bourgogne, Bart van Loo, à recommander. Super, merci beaucoup. Et alors, comment est-ce que les auditeurs peuvent te joindre le plus facilement? LinkedIn, il n'y a pas de souci. Et là, il y a tout. Et notre site web. Mais LinkedIn, c'est un très bon moyen pour me contacter. Ok, parfait. Merci infiniment pour ton temps, Yann, et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.
Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!